Bonjour à tous, bienvenue dans notre épargne mérite dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente Nicolas Bazinet, je suis directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients. Excusez-moi, je déconnecte mon téléphone. Voilà. Nous accompagnons les clients sur leur stratégie de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui comment capter des opportunités avec les fonds à échéance et nous recevons Tikeo. Mais avant de vous les présenter, je vais vous faire une présentation de Bourse Direct. Euh, donc, premièrement, Bourse Direct est une société agréée par la SCPR et supervisée par l'AMF. Nous sommes prestataires de services en investissement. Nous faisons de la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour nos clients sur leur compte titre ordinaire PEA, PEA, PME et PEA Jeune. On l'oublie aussi celui-là. Bourse Direct est COA, courtier en opération d'assurance, immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite principalement et des contrats de capitalisation aussi. Et chez Bourse Direct, nous avons deux contrats d'assurance vie dédiés avec BDV chez Apicil et BDH chez Generali. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer euh, d'autres produits financiers et immobiliers au travers des SCPI et de vous accompagner dans le conseil, c'est-à-dire dans vos stratégies. Deuxièmement, Bourse Direct, enfin, aujourd'hui, nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir ni la performance passée ni la défiscalisation, mais ici, on n'est pas sur des produits défiscalisants, pour unique motif de souscription. Motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit et c'est un fonds daté. On va parler de fonds daté aujourd'hui et je pense que bien comprendre les échéances, les caractéristiques, c'est de faire un bon investissement. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions, avantages et risques dont nous allons vous parler ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez via nos comptes titres, via nos contrats d'assurance vie. Il faut toujours se référer au statut, au prospectus, au DIC avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, toujours tenir compte des performances passées, que les performances passées ne préjugent rien des performances à venir. Et pour finir, nous allons nous faire de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant la durée du webinaire, vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je les vois, et je les note, soit pour les poser en temps réel à nos intervenants, parce que c'est à propos par rapport à ce que vous dites et qu'on a besoin d'explications pour nos clients, soit en fin de webinaire en fonction de certaines questions. Je vous remercie. Donc, ravi de recevoir aujourd'hui Tikeo sur le comment capter les opportunités sur les fonds datés. Donc, nous recevons aujourd'hui Pierre Bourlier qui est en face, qui est sur la caméra, qui est responsable des relations investisseurs. Bonjour Pierre. Et après, je vous présenterai Laurent Calvé qui est responsable de la gestion crédit chez Tikeo. Donc, Pierre, est-ce que tu peux nous parler de Tikeo? Avec grand plaisir. Hop. Donc Tikeo, c'est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère près de 40 milliards d'euros à fin mars 2022. C'est une société qui a été créée en 2004. La société est toujours contrôlée par ses fondateurs et son management aux côtés d'investisseurs institutionnels de premier rang. Tikeo, au niveau du groupe, ça représente 742 collaborateurs qui sont répartis dans 14 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Une particularité de Tikeo, c'est que nous nous appuyons sur des fonds propres importants, 3,1 milliards à fin décembre 2022. Et ces fonds propres servent à investir notre capital aux côtés de nos clients investisseurs dans chacune de nos stratégies, ce qu'on appelle l'alignement d'intérêts. Si on avance
vous allez voir nos différentes activités. On a un large éventail d'expertise au sein du groupe qui sont déclinées sous 4 verticales que sont la dette privée, les actifs réels, c'est-à-dire l'immobilier et les infrastructures, le private equity ou capital investissement, et enfin les capital market strategy. Les capital market strategy, ça regroupe toutes nos activités sur les marchés cotés, que ce soit nos fonds actions flexibles ou crédits, dont on va parler aujourd'hui avec Laurent Calvet. Chez Tikeo, cette activité-là de gestion crédit, c'est 20 analystes crédits qui sont à travers le monde et qui ont pour travail d'analyser les sociétés, aux côtés de 8 gérants IDEM implantés à travers le monde. Je vais tout de suite laisser la parole à Laurent, qui va vous faire un petit point marché avant de vous présenter deux produits. C'est une belle pépite, Tikeo, là. Une sacrée. C'est une belle réussite qu'on essaye de faire continuer à croître chaque jour. Eh bien, les chaises musicales. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc on a vu Tikeo. Donc vous êtes responsable de la gestion crédit chez Tikeo. Ça représente combien la gestion crédit par rapport à... Si on arrondit, ça fait à peu près 4 milliards. On parle de beaucoup de zéros. Oui, c'est beaucoup de moi. En absolu, c'est vrai que c'est un gros montant, mais après, à l'échelle de l'industrie, ça reste modeste. Ok. Alors, on a vu qu'il était Tikeo, les taux, l'inflation, c'est le moteur principal des fonds datés. Alors, c'est pas le moteur principal, mais c'est vrai que c'est bien, je pense, avant d'expliquer à nos auditeurs donc, qui nous regardent le fonctionnement des fonds datés et de présenter nos deux produits. C'est bien de faire un petit point rapide sur des sujets quand même d'actualité, un petit peu, quand même, depuis maintenant une bonne année qu'on en parle, mais l'inflation, parce que l'inflation va déterminer quelque part le niveau des taux d'intérêt qui détermine le rendement qu'on peut avoir sur cette classe d'actifs. Euh, donc l'inflation, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on va pas passer énormément de temps, mais vous voyez qu'elle elle a été extrêmement élevée. Après être restée autour des 2% ou en dessous, elle a fortement augmenté l'année dernière, notamment avec, bon, tout le monde est, je pense, bien au courant, la guerre en Ukraine, les problématiques d'approvisionnement suite au Covid. Sur les chaînes d'assemblage, la fourniture, il y a eu des pénuries de puces, de semi-conducteurs, tout ça, qui a impacté finalement la capacité d'offre. Et on voit une inflexion assez importante, là, vous pouvez le voir, mais c'est sur l'inflation qu'on appelle globale. C'est-à-dire l'inflation qui comprend des prix volatiles comme l'énergie et l'alimentation. Et ce reflux-là est dû uniquement, ou en très très grande partie, aujourd'hui, au reflux des prix de l'énergie, après avoir atteint des niveaux quasiment records en fin d'année dernière. Et vous voyez que l'inflation cœur, elle, continue de monter ou se stabilise à des niveaux assez élevés, autour de 5, 5,5%. Donc là, il y a plusieurs explications pour ça. Sur une inflation, donc la baisse, c'est vraiment dû, encore une fois, à l'énergie. Sur le maintien à des niveaux élevés, il y a des facteurs qu'on va plutôt qualifier de conjoncturels, comme même si, encore une fois, ça s'est détendu sur les chaînes d'approvisionnement, il y a toujours un petit peu de tension. Donc ça les garde à un niveau élevé. Et des facteurs plus structurels, nous, on l'a vu maison de Tikeo Capital, c'est plus qu'on va rentrer dans un régime d'inflation qui va être plus élevé que celui qu'on a connu au cours des 10 dernières années. Pour autant, on ne va pas rentrer dans un régime d'hyperinflation, avec des tendances en fait de fond, donc des facteurs, comme je le disais, structurels. Le premier, c'est la démographie, à la fois sur une population vieillissante qui part à la retraite, notamment, on peut prendre en considération toute la main-d'œuvre chinoise, par exemple, quand elle est arrivée sur le marché mondial du travail, l'Organisation mondiale du travail en 2001, ça a été une main-d'œuvre très peu chère qui a apporté beaucoup de désinflation dans le monde. Aujourd'hui, ces gens-là prennent leur retraite et donc deviennent des consommateurs. C'est un effet inflationniste. On voit que globalement, après aussi le Covid, beaucoup de gens sont partis à la retraite de façon un peu anticipée. Et aujourd'hui, le marché du travail reste très tendu et donc une inflation salariale
qui permet à cette inflation cœur de rester sur des niveaux élevés. Comme autre facteur plus structurel, on va pouvoir parler également de la déglobalisation. Enfin, on l'a vu, c'était déjà en marche, mais ça s'est un petit peu accéléré avec le Covid, notamment avec la repatriation d'industries stratégiques dans les économies domestiques. Donc ça, c'est par essence inflationniste. Et vous pouvez citer également, on n'a pas de slide là-dessus, mais la transition énergétique, qui est vraiment une tendance de fond et qui nécessite beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables. Et ça, par définition, est inflationniste. Donc tout ça pour vous dire qu'on reste dans un régime d'inflation assez élevé, là autour des 5%. On pourra peut-être certainement refluer vers les 4, 3,5, 4, mais on va rester dans un régime d'inflation assez élevé. En tout cas, bien plus élevé que la cible des banquiers centraux, qui elle, se situe à 2%. Les banquiers centraux, ils ont un rôle très simple dans l'économie, c'est la stabilité des prix. Et eux, ils estiment que des prix stables, c'est une progression de prix d'une année sur l'autre de l'ordre de 2%. Quand on s'éloigne trop donc là que la progression est trop forte par rapport à leur cible, ils vont mettre en place des politiques monétaires restrictives, après avoir mis pendant des années des politiques monétaires accommodantes. Et on a bien vu, là, la Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux. C'est un des cycles de hausse de taux les plus forts et les plus rapides de l'histoire, avec 10 hausses de taux qui ont été réalisées. Donc des taux qui sont passés de 0 à plus de 5% aujourd'hui. Et donc ça a bien évidemment un effet sur les conditions financières. Il y a eu une banque qui a fait, 2 banques qui ont fait faillite. Voilà, et donc là, on commence à voir les premiers effets, notamment sur les banques régionales américaines, où le stress est réel. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça pourra prendre pas mal de temps. Mais voilà, on commence à avoir les effets de ces hausses de taux, qui d'ailleurs, on parle toujours d'un certain décalage entre le moment où on met en place les hausses de taux et le moment où ça se transmet vraiment à l'économie réelle. Ce resserrement des conditions financières fait qu'au bout d'un moment, plus l'inflation, et évidemment qui grève le pouvoir d'achat des ménages, peut conduire à une récession. Et eux, les banquiers centraux, sont assez transparents à ce sujet. Eux, leur priorité, c'est vraiment ce contrôle des prix, quitte à pousser un peu les économies en récession légère, mais pour détruire un peu la demande et pour assainir pour que le marché du travail se détende, pour qu'il y ait moins de pression de consommation, moins de pression d'investissement immobilier, etc. Donc il y ait moins d'inflation, parce que le vrai risque, quand on rentre dans une spirale inflationniste, ça peut être très, très dommageable à l'économie. Donc, tout ça pour dire que le futur, aujourd'hui, ça sombrit un peu dans le sens où on a eu énormément de hausses de taux, les taux sont à des niveaux qui sont bien plus élevés que par le passé, et la probabilité d'une récession augmente, plus on laisse les taux élevés longtemps, ou alors on continue à les monter, plus la probabilité d'une récession arrive. On voit des indices comme l'activité manufacturière qui commence vraiment à piquer du nez. Et aujourd'hui, on n'est pas encore en récession parce que justement, on a un marché du travail qui est très bien, très tendu. Beaucoup de gens, il y a une demande de main-d'œuvre. Et donc, les gens ont encore du pouvoir d'achat. Pour certains, on a encore ce matelas Covid avec des taux d'épargne qui sont très élevés. Certains économistes estiment qu'aux États-Unis, ça va durer jusqu'à la fin de l'année au minimum. Donc, on a un matelas de sécurité de quoi continuer à consommer. Aux États-Unis, il faut se souvenir que c'est une économie qui tient à 2 tiers par les services, la consommation interne. Donc, récession, la probabilité d'une récession augmente, mais pas pour l'instant, avec effectivement un marché de l'emploi qui se tient bien, des investissements immobiliers qui chutent un petit peu. On voit les résultats des entreprises au premier trimestre, là on les a eus il n'y a pas si longtemps que ça. Toujours de bonnes factures, mais des demandes qui commencent à fléchir un petit peu. Donc là, pour l'instant, ça va, mais on a un futur quand même assez incertain. Et je terminerai là-dessus, c'est l'intégration par les marchés de cette probabilité de récession. On le voit sur le graphique à droite, c'est les anticipations du niveau du taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Ces anticipations-là, vous voyez sur le graphique de droite, que ça a chuté brutalement. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, le marché anticipe que d'ici la fin de l'année, la Réserve fédérale va rebaisser ses taux. Et ce qui pourrait la conduire à rebaisser ses taux, c'est une récession. Donc, ne serait-ce que dans les marchés, on s'attend quand même déjà à un automne ou un hiver assez compliqué au niveau macroéconomique. Ça pourrait se réaliser ou pas, on le verra. Mais dans ce contexte-là de croissance, de niveau de croissance un peu incertaine, nous, on vient vous proposer aujourd'hui deux produits qui sont des fonds datés et qui permettent, selon nous, de saisir des opportunités, même dans un environnement comme ça assez incertain. Ça c'est très important. Je vais Et c'est comment fonctionne un fonds daté. Alors, voilà. est-ce que parallèle avec une obligation un peu déjà, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'un fonds daté? Ouais, alors c'est très important de partir de là. On va partir de la base. Un fonds daté, alors effectivement, déjà, pour rappel, une obligation, c'est un titre de créance. Nous sommes créanciers, on prête de l'argent à l'entreprise, à une certaine entreprise, à un horizon, une maturité finie, ça dépend, hein, 3, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, contre un taux d'intérêt. Et donc tous les trimestres, ça dépend, tous les semestres, on va recevoir des intérêts. Et cette obligation, elle est émise à un prix de 100. Et en fonction de l'évolution des fondamentaux de la société, donc des résultats, par exemple, du business de la société au cours du temps de l'obligation, eh bien, le prix de l'obligation va varier. Si, par exemple, l'entreprise ne performe pas bien, bah, le prix de l'obligation va baisser. Si l'entreprise performe bien, le prix de l'obligation va monter. C'est un peu comme les actions, sauf que là, on n'est pas actionnaire de la société, on est créancier. Donc, on a un niveau de protection en cas de défaut de la société qui est supérieur aux actions. Mais on a des perspectives de rendement qui sont un peu moins. C'est toujours un jeu de rendement au risque. Les actions, vous avez plus de risques, donc vous avez plus de rendement potentiel. Les obligations, moins de risques, moins de rendement que les actions. Mais on peut toujours avoir quand même des rendements intéressants dans le contexte actuel. Et comment on détermine le taux d'intérêt que va payer une société? Alors, on le détermine en fonction du risque intrinsèque de son business. Pour dire les choses concrètement, une grande multinationale qui est très diversifiée, qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, ne va pas payer le même taux d'intérêt qu'une petite entreprise de chimie qui a juste des clients en France, par exemple, et qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est... Donc, plus la société est diversifiée, plus elle est grosse, plus elle a un niveau d'endettement qui est faible, moins le taux d'intérêt va être faible. Normal. Et ça, il y a cette composante, il y a la composante du risque intrinsèque de la société, et puis il y a la composante du taux sans risque, les taux d'intérêt dans le marché. On prend les taux d'intérêt du marché, qui sont déterminés par les banques centrales, et on rajoute une prime de risque à la société. Donc là, aujourd'hui, si les taux d'intérêt sont de 5%, si le taux sans risque fait 5%, ça veut dire que une société qui, par essence, est plus risquée enfin, il y a du risque dans une société. Donc, vous allez rajouter à ces 5% la prime de risque liée à la société. Donc, pour un Danone, une très très grande multinationale, la prime de risque va être faible. Pour une petite entreprise, ou même Picard, Picard, je pense que ça parle à tout le monde. On sait que c'est une très grosse société, mais ça reste une société quand même à taille raisonnable. Et la prime de risque de Picard va être beaucoup plus importante que celle pour Danone. Donc, globalement, quand on additionne le taux sans risque, qui est élevé aujourd'hui, plus la prime de risque, on arrive sur un rendement assez élevé. Et c'est pour ça que le niveau des taux d'intérêt déterminé par les banques centrales ont un impact sur le rendement de nos obligations, parce qu'elles déterminent cette portion du taux sans risque. Aujourd'hui, et c'est pour ça que l'investissement en obligations et en crédit plus globalement présente beaucoup d'intérêt aujourd'hui, c'est parce que le niveau des taux d'intérêt est élevé. Il y a encore 2-3 ans, quand les taux étaient à zéro, on pouvait tous emprunter pour acheter notre résidence principale à 1% ou moins, on avait ce taux sans risque, cette prime-là était très faible. Donc même si on rajoutait une prime de risque de la société, globalement, le rendement, le taux d'intérêt global n'était pas très attractif. Maintenant, donc on a dit ça, un fonds daté, et oui, pardon, et à la fin, et à la maturité de l'obligation est remboursée à 100. Elle a été émise à 100, donc elle peut fluctuer en fonction du cycle de vie de la société. Si la société fait des mauvais résultats pendant les 2 premières années, le prix va baisser, puis après le prix va se reprendre, etc.
Et si la société ne fait pas défaut et qu'elle rembourse sa dette à la maturité de l'obligation est remboursée à ça. Voilà. C'est le fonctionnement de base. Et donc, un fonds daté, donc c'est très à la mode en ce moment, mais c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Euh, Déjà, ils ont connu leur essor et leur intérêt commerciaux, ces fonds-là, au lendemain de la crise de 2008-2009. Il y a eu énormément de stress sur les marchés financiers à cette époque-là. Et on pouvait acheter des obligations de sociétés, de très belles sociétés très solides, comme EDF, Danone, Total, enfin, on peut citer n'importe quelle entreprise du CAC 40, par exemple, qui est extrêmement solide, très grosse, très diversifiée. On pouvait les acheter, elles avaient été mises à 100, ces obligations, et puis elles ont chuté parce que c'était la crise, tout le monde avait peur. Et donc on pouvait acheter ces obligations-là à 70 à peu près, 80. Ce qui est une très très forte décote pour ce genre de très belles signatures. Et donc on les achetait à 70-80, on en achète plusieurs, on achète des obligations, et là c'est peut-être un tout petit peu plus technique, mais c'est très important de le comprendre, et les schémas que vous voyez là sont faits pour ça. C'est important. Les fonds datés ont été faits en achetant des obligations d'entreprises investment grade. Donc, investment grade, ça veut dire des entreprises de très bonne notation, encore une fois, très grosses, très diversifiées, multinationales, avec faible taux d'endettement, qui sont, peut-être que ça parle pour certains d'entre vous, les agences de notation, donc comme Standard & Poor's, comme Moody's, comme Fitch, donnent une note en fonction de la qualité de crédit des États ou des entreprises. Et donc, les entreprises investment grade, donc de bonne notation, c'est de triple A jusqu'à triple B-. Ça présente toute cette échelle. Donc, c'est triple A, double A, simple A, etc. Ces émetteurs-là, quand ils émettent des obligations, ils n'ont pas la possibilité de refinancer leurs obligations avant la maturité. Comme vous, si vous preniez un crédit immobilier et on vous dit, bah non, vous vous engagez sur 25 ans, peu importe ce que font les taux d'intérêt pendant 25 ans, je ne vous laisserai pas la possibilité de refinancer votre crédit immobilier à un taux plus bas. On a tous cherché à faire, tous les gens qui avaient fait contracter des crédits immobiliers à 2, 3, 4% quand les taux étaient à moins de 1, tout le monde est allé chez son banquier pour chercher à refinancer son crédit immobilier. Eh bien, c'est les entreprises de très bonne notation, elles ne peuvent pas le faire. Donc ça veut dire que leur obligation, on sait qu'à partir du moment où elle est émise, elle va aller jusqu'à sa maturité. Ce qui est différent par rapport aux obligations des entreprises à haut rendement, le high yield, donc qui sont, elles, les notations plus basses, donc de WB+, jusqu'à triple C ou double C. Elles, ces entreprises-là, elles ont toujours la possibilité de refinancer leur dette. Parce qu'elles vont payer beaucoup plus cher, comme elles sont beaucoup plus risquées, elles sont plus petites, donc leur prime de risque est plus élevée. Donc elles payent un coupon, des intérêts qui sont beaucoup plus élevés par mois ou par trimestre ou par semestre. Et donc, on leur laisse une chance de, si jamais ils montrent des résultats en amélioration pendant 2 ou 3 ans, d'éventuellement refinancer leur dette. On va leur dire, bah, vous aviez émis à un taux d'intérêt de 6%, comme vous avez fait du bon boulot pendant les 3 premières années et que franchement, votre chiffre d'affaires s'est amélioré, vous avez abaissé votre endettement, vous avez augmenté vos marges, enfin, je ne sais quoi. Et ben, maintenant, vous pouvez, pour la même maturité, vous pouvez avoir du 4%. Et donc, ils vont chercher à refinancer. Et donc, c'est très important parce que quand on fait un fonds daté, ce qu'on veut, c'est que on veut générer du rendement jusqu'à une certaine date. Donc, nous, on va vous présenter aujourd'hui Tikeo 2025 et Tikeo 2027. L'idée de Tikeo 2025, c'est de vous générer, vous, investisseurs, du rendement jusqu'à fin 2025 et dans Tikeo 2025 jusqu'à fin 2027. Donc, ce qui est bien pour encore une fois, c'est très important, j'insiste, quand on investit dans les obligations qui sont investment grade, de très bonne notation, comme l'émetteur n'a pas la possibilité de refinancer sa dette avant la maturité de l'obligation, on sait que l'obligation va nous délivrer du rendement jusqu'à sa maturité. Ce qui est au contraire des obligations à haut rendement, où là, comme l'émetteur a la possibilité de refinancer sa dette, eh ben, on ne sait pas combien de temps l'obligation va nous délivrer du rendement. Si ça se trouve, on dit j'achète une obligation de maturité de 7 ans, et puis l'émetteur va la refinancer au bout de 3 ans. Donc là, on sera embêté pour essayer de générer du rendement sur les 4 années d'après. Donc un fonds daté, de façon très classique, ça a été pensé. On achète des obligations d'entreprise investment grade, on les achète avec une décote, on prend des obligations de maturité égale à la maturité du fonds qu'on veut faire, et on en achète plusieurs,
et on attend le temps qui passe. Et on attend ce qu'on appelle l'effet de retour au pair, c'est-à-dire quand j'ai acheté mes obligations EDF, Danone, Total, etc. à 80, et ben, j'attends qu'elles reviennent à 100, qu'elles soient remboursées à 100 à la maturité des obligations qui va correspondre à la maturité du fonds. Voilà. C'est un produit extrêmement simple. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir passer à Tikeo 2025, puisque Tikeo 2025, eh bien, la transition est facile. C'est que c'est un fonds daté qui est exactement comme ce que je viens de vous décrire. En fait, les fonds datés, je précise juste de ça, vous avez des produits, il y a beaucoup de gens, beaucoup de sociétés de gestion qui en font, pour être un peu tout et n'importe quoi. C'est soit des produits de campagne, soit des produits conjoncturels. Nous, chez Tikeo, on essaie de faire des produits conjoncturels, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juste lancer des fonds datés, pour lancer des fonds datés. On essaye de répondre à une configuration de marché et de saisir une opportunité qui nous semble extrêmement attractive pour nos investisseurs. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de bons produits. Et Tikeo 2025, c'est exactement ça. Il peut y avoir aussi des produits qui ont été lancés avec une hausse de taux ou une dégradation des entreprises, donc le prix qui baisse. On souscrit à ce moment-là à un produit qui est déjà au secondaire et on a une augmentation du rendement. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, je parle de la genèse de la volonté de lancer des fonds. En 2008, vous aviez déjà lancé des fonds chez... Alors, on en fait depuis 2011. Mais à chaque fois qu'on a lancé des crus, on appelle comme ça des crus de fonds datés, en 2011, donc la crise de l'euro, c'était un point d'entrée très lucratif, c'était TK rendement 2016. Tikeo 2022, on l'a lancé en juin 2016, donc au lendemain du Brexit. Il y a un trou très fort dans les marchés. Tikeo 2027, on l'a lancé en mai 2020, donc pendant le Covid. Et Tikeo 2025, on l'a lancé en octobre de l'année dernière, quasiment au plus haut du stress de marché, avec, on pensait qu'on allait tous devoir se rationner en électricité chez nous, on pensait qu'une récession était imminente, enfin, le stress sur les marchés financiers à l'automne dernier était extrêmement fort. Donc c'est des produits pour vous dire, en opposition à des gens qui ont plutôt tendance à dire, bah voilà, tous les 2 ans, peu importe la configuration de marché, je vais relancer un nouveau fonds daté. Voilà. Faut bien comprendre le côté opportunité, effectivement, et je préfère, effectivement, c'est comme les fonds structurés, il y a des millésimes de fonds structurés qui sont toujours récurrents et avec des plus ou moins bons avantages et inconvénients. Mais par contre, il y a des fonds structurés qui sont lancés sur des opportunités de marché qui, eux, ont des caractéristiques de gains garantis, plus que garantis, que ces fonds qui sont relais. Ouais, c'est ça. Et c'était tout mon point, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'apporter des produits qui font du sens en fonction de la configuration de marché qui présente. Mais c'est difficile pour un client privé de se dire, est-ce que je suis dans la bonne configuration sur le marché pour investir sur ce genre de produit? C'est pas évident, même si nous, côté un peu commercial, on dit qu'il y a des opportunités, on fait un peu des mailings dans ce sens-là pour dire qu'il y a des opportunités. C'est pas toujours facile de comprendre l'opportunité au client. Et mais c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer juste maintenant. Donc, Tikeo 2025, c'est un fonds daté à grande majorité investment grade, donc qui a pour sous-jacent, qui investit en grande majorité sur les entreprises de très bonne notation dont j'ai parlé juste avant. Pourquoi aujourd'hui ça présente un intérêt d'aller sur ces entreprises-là? Enfin, le premier point, c'est que les rendements sur ces sociétés-là sont au plus haut depuis 10 ans. C'est-à-dire que, effectivement, avec l'action des banques centrales sur les dernières années et ce qu'on a appelé les quantitative easing, l'apport massif de liquidités, les rendements étaient complètement écrasés, quasiment à zéro, on peut le voir. Et avec la remontée des taux qu'on a eue l'année dernière, qui a été très forte, dans le sillage d'une inflation galopante, on a eu cette remontée du rendement des obligations nationales. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette composante taux d'intérêt sans risque, qui elle est passée de 0
hop, elle a gonflé, gonflé, et là, elle est à 4 à peu près. Donc, on n'a plus besoin, pendant les 10 dernières années, si vous vouliez faire du rendement sur le marché obligataire, vous étiez obligé d'aller sur des obligations high yield, au rendement, avec des notations plus basses, plus de risques. Là, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller sur des choses très risquées pour avoir des rendements attractifs. Ça, c'est le premier point. Vous avez un point d'entrée qui est là. Voilà, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Elle était fermée depuis 10 ans. Elle vient de se réouvrir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous voyez sur ce graphe-là, et c'est assez intéressant, en bleu, c'est l'évolution de la prime de risque. Donc, cette composante, encore une fois, vous avez le taux sans risque et la prime de risque que je viens rajouter en fonction des sociétés. Ça, c'est la prime de risque du marché globalement de l'investment grade en Europe. Donc, qui regroupe toutes les sociétés de très bonne notation. Donc, ça, c'est l'évolution en bleu. Les périodes grisées, ce sont les dernières récessions. Donc, vous voyez, 2008-2009, 2011 et très brève en 2020, Covid. Et la ligne en pointillé orange, ça vient, c'est la moyenne en fait. En moyenne, quand la courbe bleue intersecte le début d'une période grisée, c'est en moyenne 150 points de base, donc 1,5% de prime de risque. C'est-à-dire qu'un niveau compatible avec une entrée en récession, en termes de prime de risque sur le marché de l'investment grade en Europe, c'est 150 points de base, 1,5%. Aujourd'hui, la prime de risque que vous pouvez capter sur le marché de l'investment grade, c'est 170 points de base, 160. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, si je le traduis en français, ça veut dire que les prix aujourd'hui sur le marché globalement, le prix des obligations investment grade intègre déjà, au moins en partie, un environnement récessionniste à venir. Vous avez déjà dans les prix une récession, ou en tout cas une partie de la récession qui est intégrée. Ça, c'est quand même assez intéressant, ce qui vous offre une protection s'il y a vraiment une récession qui arrive. La prime de risque ne va pas exploser. Et s'il n'y a pas de récession, vous avez du potentiel de resserrement assez attractif. Et le troisième point, c'est que vous avez eu l'année dernière une sous-performance du marché de l'investment grade par rapport au marché du haut rendement. Vous pouvez le voir sur ces deux courbes-là. Donc, vous voyez, en orange, ça représente l'investment grade. En bleu, ça représente le haut rendement, le high yield. Que ce soit à gauche sur les primes de risque ou à droite sur le rendement, vous voyez que le rendement a augmenté bien, les primes de risque se sont écartées ou le rendement a augmenté bien plus fortement en orange qu'en bleu. Pourquoi l'investment grade, qui est sur le papier des entreprises beaucoup plus grosses, beaucoup plus diversifiées, beaucoup moins risquées que les petites, pourquoi ont-elles fait une moins bonne performance l'année dernière et jusqu'à même aujourd'hui? Ça s'explique par deux facteurs. Le premier, c'est que au sein de ces entreprises de très bonne notation, vous avez beaucoup de bancaires. Et les bancaires, c'est toujours très. Il y a beaucoup de stigmates de 2008-2009, les gens ont peur des banques, globalement. Et les banques sont jugées comme un investissement cyclique. Quand il y a une récession, il faut vendre les banques. C'est pas ce que je dis du tout, mais globalement, c'est ce que les gens pensent. Donc l'année dernière, quand on a eu très peur d'une récession, les gens ont tendance à beaucoup vendre tous leurs investissements bancaires en actions, en obligations et tout. Donc ça a conduit comme le marché de l'investment grade est très teinté bancaire, ça a conduit à une sous-performance par rapport au AI qui n'est pas très teinté bancaire. Et le deuxième point, c'est que le prix des obligations d'investment grade est bien plus déterminé par l'évolution des taux d'intérêt, ce niveau de prime, le niveau du taux sans risque. C'est le niveau du taux sans risque qui va définir le prix des obligations d'investment grade, plus que sur le haut rendement. Comme les sociétés sont très risquées, c'est la prime de risque qu'on va rajouter à ce taux sans risque qui va déterminer le prix. Et l'année dernière, les taux ont vraiment explosé à la hausse. Et donc, ça a conduit à une sous-performance. Et donc, on se retrouve dans un environnement où vous avez des taux d'intérêt qui sont au plus haut depuis 10 ans. 2, des prix qui intègrent déjà une récession. Et 3,
vous avez une sous-performance par rapport au haut rendement, alors même que ces sociétés ont des fondamentaux plus solides. Et donc tout ça, ça nous a conduit à dire, encore une fois, quand on a vu ça, on s'est dit, il faut absolument lancer, on peut déjà faire un fonds daté de façon traditionnelle, parce qu'on peut le faire avec des obligations d'investissement mondial, ce que je vous ai dit en préambule, parce qu'elles vont jusqu'à leur maturité, donc on va être capable de délivrer le rendement jusqu'à la maturité du fonds, premier point. Deuxième point, parce que on a ces 3 points-là, il faut absolument le faire sur l'investment grade. Et pourquoi on va le faire en 2025 et pas en 2027, 2028, 2030, je ne sais pas? Parce que 2 choses. La première, c'est alors un tout petit peu technique, mais les courbes de crédit sont plates, c'est-à-dire qu'une courbe de crédit, en général, c'est quantifié. C'est-à-dire que quand vous parlez, c'est exactement la même chose que sur un crédit immobilier. Quand vous prenez un crédit immobilier, le taux d'intérêt à 25 ans, il est plus élevé que le taux d'intérêt à 20 ans, qui est plus élevé lui-même que le taux d'intérêt à 15 ans, à 10, à 7. Donc vous allez à la banque, c'est exactement ce qui se passe. Donc, en général, on prend en compte l'incertitude du futur, et donc les taux d'intérêt sont plus élevés dans le futur. Plus on s'éloigne dans le futur, plus elles sont élevées. Et là, quand je dis que les courbes sont plates, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez à la banque et qu'on vous faisait le même taux à 7 ans ou à 25 ans pour votre crédit immobilier. Mais là, vous n'êtes pas emprunteur, vous êtes prêteur, vous êtes du côté de la banque. Donc vous allez préférer, en l'occurrence, prêter à court terme au même taux que si je vais vous prêter de l'argent, mais je vais vous prêter au même taux à court terme, et du coup, je m'enlève l'incertitude du futur. Donc ça, c'est quand les courbes sont plates et qu'on gagne autant d'argent à prêter à court terme qu'à long terme, autant s'enlever l'incertitude du futur. Donc à court terme. Et le deuxième point, et ça c'est juste du bon sens, c'est que dans un contexte qui peut être un peu plus compliqué à venir avec une récession, on a juste plus de visibilité sur la structure de liquidité, la capacité de remboursement des entreprises à un horizon comme 2025 plutôt que plus long. Et donc tout ça nous a conduit à lancer ce fonds Tikeo 2025. Aujourd'hui, le positionnement, rapidement, vous voyez que pour ce genre de stratégie, on propose un rendement de 5,6%, un rendement brut, assez diversifié en termes de secteur, assez diversifié en termes de pays. C'est un fonds qui est très euro-centré, même si vous voyez une allocation assez importante sur les États-Unis. Ce sont de très bons émetteurs aux États-Unis qui émettent des obligations en euros. D'ailleurs, je précise que le fonds est à 93% libellé en euros, les 7% qui ne sont pas de l'euro. Le risque de change est couvert systématiquement. On est complètement immobilisé par rapport aux variations du dollar ou de la livre sterling. Vous avez, et on a une diversification, je vois le temps qui passe quand même, mais c'est important de le, de le mentionner puisque c'est une allocation assez importante. On a une allocation assez importante sur les bancaires au sein de ce fonds-là, que ça soit donc, à peu près 40%. Et pour nous, vraiment, le secteur bancaire aujourd'hui, et ça va peut-être être contre-intuitif, mais c'est pour nous la meilleure opportunité qu'il y a sur le marché du crédit aujourd'hui. Parce que les fondamentaux des banques n'ont jamais été aussi forts. C'est-à-dire que vous avez des ratios de capitaux propres, des ratios de core tier 1, ça c'est un peu plus technique, mais c'est juste dire que en cas de problème, le coussin qui est là pour absorber les pertes est gigantesque. Il n'a jamais été aussi haut depuis 15 ans, du fait de la crise de 2008-2009 et de la réglementation qui a été très sévère sur les banques, et beaucoup plus sévère sur les banques européennes qu'américaines. On n'est pas du tout dans la même configuration que les banques américaines où le stress est réel aux États-Unis. Nous, on n'a pas de petites banques. Ils ont, je sais pas, ils ont 200 banques régionales, ils en ont même plus. Ils ont 10 énormes banques. Nous, si vous réfléchissez, c'est bien, c'est par pays, en France, en Europe, vous avez, c'est assez monopolistique. Vous avez, en France, vous avez 3 grosses, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, vous avez la Bred, CMCIC, je sais comme ça. En Italie, c'est pareil, vous en avez 2-3, donc c'est très concentré, elles sont beaucoup plus réglementées et elles ont des coussins de capitaux extrêmement élevés. Ce qui a dégradé la rentabilité d'ailleurs au passage, et c'est pour ça que l'investissement en actions dans les banques est plus compliqué, mais l'investissement en crédit, nous, ce qui me fait peur, c'est quoi? C'est le défaut et de retrouver notre argent en cas de
perte, de faillite de la banque, on a au-dessus de notre tête des coussins de capitaux extrêmement importants. On le voit sur le graphique en haut à droite. Vous avez des prêts non performants, donc les créances douteuses, qui sont au plus bas historique. Et de façon très importante aussi, vous avez énormément de provisions. Parce que du fait du Covid, quand on est en 2020, quand le Covid est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier trimestre, avant qu'il y ait une relance fiscale et budgétaire, avant qu'on fasse tourner la planche à billets du côté des banques centrales, et qu'on lance des PGE et compagnie, on pensait que c'était Armageddon, on pensait que tout le monde allait mourir, que tout le monde allait faire défaut, on a arrêté tout le monde, toutes les géographies, tous les secteurs, le temps s'est arrêté. Et donc les banques, elles se sont dit, oh là là, mauvais temps, on va avoir des mauvais payeurs, tout le monde va nous faire défaut, personne ne va être capable de rembourser ses crédits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 27 milliards de provisions pour créances douteuses, en anticipation de ces créances douteuses. On connaît tous la suite de l'histoire. Quasiment pas de défaut du fait de grandes largesses gouvernementales et politiques de relance monétaire, etc., qui a conduit d'ailleurs à l'inflation et le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Et les banques américaines, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont repris ces provisions. Elles ont dit, ah, finalement, personne ne fait défaut. Bon, bah, je reprends les provisions. Les banques européennes, elles les ont laissées. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. Vous voyez un bond assez impressionnant en 2020 qui passe à 27 milliards. Et après, ça reste assez stable. Et aujourd'hui, il y a 25 milliards de provisions. Donc, vous avez des capitaux propres, des fonds propres qui sont au plus haut historique. Vous avez des prêts, des créances douteuses qui sont au plus bas historique. Vous avez des provisions qui sont, elles aussi, énormément. Donc, même s'il y a une récession, même s'il y a des gens qui font défaut, et il y en aura, c'est sûr, elles sont très, très bien armées pour faire face à une récession. Et, donc ça, c'est pour le côté fondamental. Et le côté point d'entrée également, et c'est ce que Tikeo 2025 permet aussi, c'est d'aller capter ce point d'entrée. C'est que dans le sillage de tout ce qui s'est passé aux États-Unis et surtout de ce qui s'est passé avec Crédit Suisse, il y a eu un mouvement de panique et de défiance extrême sur l'investissement bancaire en Europe et à travers le monde. Et donc tout est parti vraiment en bas très fortement, avec des prix qu'on peut qualifier de disloqués, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec le risque sous-jacent, les fondamentaux, la qualité des fondamentaux des banques. Et vous pouvez avoir aujourd'hui du 9, 8, 10% sur une BNP. C'est-à-dire une BNP, même si vous vous dites j'ai peur de la fuite des dépôts, et encore une fois, on a vu au premier trimestre de cette année que les dépôts étaient très stables dans l'ensemble des banques en Europe, vous sortez de Société Générale, vous allez où? Vous allez à la BNP, vous sortez de la BNP, vous allez à Crédit Agricole, vous sortez de Crédit Agricole, vous allez à... Enfin, on tourne un peu en rond. Et donc, c'est des banques extrêmement solides et vous pouvez avoir des rendements à deux chiffres sur ces placements-là. Donc, c'est un point d'entrée sur des prix qui sont On a un placement à deux chiffres, c'est pas BNP qui est émet à ces taux-là, c'est comme c'est comme le taux. C'est l'obligation qui a été mise à 100 de BNP Voilà. et qui aujourd'hui s'achète à 85. Voilà. Et donc, le fait de la rendre à 100, ça permettra, plus le coupon qui était prévu au départ, ça permettra d'avoir un rendement de 10%. Et c'est effectivement la même chose sur les fonds datés. Donc, c'est-à-dire la concordance de tout ce que vous avez dit depuis le début sur les taux, ce qui fait qu'aujourd'hui, à la date du jour, on est à 5,60 de performance attendue sur votre fonds. Alors, est-ce que ça bouge d'une semaine à l'autre? Ça peut bouger s'il y a des évolutions structurelles sur les taux, pas trop sur l'entreprise, parce que vous avez un portefeuille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très diversifié en investment grade, donc il y a encore moins de volatilité que sur du high yield, mais ça peut bouger quand même avec les taux. Mais est-ce qu'il y a une grosse variation d'une semaine à l'autre? D'une semaine à l'autre, non, mais ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite. On a lancé le fonds, il était à 6,5 de rendement. Et les marchés se sont très bien comportés jusqu'à mi-janvier, de mi-octobre jusqu'à mi-janvier. On a eu un point bas à 4,5, il me semble, à peu près 4,6. Donc on avait déjà perdu 2% en 2 mois. Après, voilà, il s'est remonté, et là on est à 5,6 et on pense vraiment à 5,6. Nous, on avait prévu au début, encore une fois, on n'est pas là pour faire la course à engranger le plus de souscriptions possible. Nous, ce qui nous importe, c'est juste d'avoir un bon produit. Au début, on l'avait lancé, on voulait le clôturer à fin décembre.
fin décembre, le rendement était encore attractif, donc on a prolongé la période de commercialisation jusqu'à fin mars. Et là, quand on était fin mars, après ce qui s'est passé avec Crédit Suisse, le rendement était redevenu très attractif. Et donc, on s'est dit, bah, on va prolonger la période de souscription une dernière fois. Là, on ne peut plus la prolonger. Donc, le 30 juin de cette année, le fonds sera. Vous ne pourrez plus, enfin, vous pourrez souscrire, mais vous allez payer 3% à l'entrée, donc ce qui va être quand même assez punitif. Donc, autant dire que le fonds sera fermé. Enfin, il ne sera pas fermé dans la pratique, hein, mais bon, ça va vous coûter 3% si vous voulez rentrer dans le fonds après le 30 juin. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que vous avez dans le portefeuille plein de bancaires, enfin plein de bancaires, vous avez, oui, si vous avez quand même une proportion assez importante, mais sur des champions nationaux, même si aujourd'hui, parce que c'est un peu la triste vérité, c'est que il faut prendre en compte l'impact des réseaux sociaux quasiment sur votre investissement. C'est plus suffisant de prendre en considération juste la qualité fondamentale d'une société. Crédit Suisse, honnêtement, quand le président a dit que Crédit Suisse a été mis au tapis par les réseaux sociaux, il n'avait pas tort, puisque les fondamentaux étaient très sains. C'est juste qu'il y a eu des gens qui ont eu une perte de confiance et qui ont commencé à retirer leur argent, l'effet boule de neige. La confiance, hein, c'est la base des marchés financiers. On a confiance ou pas confiance, et dès qu'il y a une... Et surtout sur les banques. Surtout sur les banques, ça peut aller très très vite. Et donc, dans le portefeuille là, vous avez que des champions nationaux. Voilà, vous avez que les numéros 1, 2, 3 de chacune des géographies. Vous avez du Tessa pour l'Italie, vous avez du Lloyds pour. Et là, les nouvelles émissions, parce que c'est des nouveaux clients, donc là, on est sur un marché primaire, donc c'est en acquisition de parts nouvelles. C'est pas des... C'est pas... Alors, le fonds a été lancé en octobre, donc la valeur liquidative des parts, ouais. elle a commencé sa vie à 100, elle l'a commencé en octobre dernier. On est à combien en VL là en ce moment? On est à 95 autour à peu près. Alors, elle n'a pas commencé à Oui, 100. non, pardon, oui. Celle-là, elle n'a pas commencé à 100, mais l'autre, elle est à 103, 104. D'accord. Ouais, voilà. Donc on a déjà fait, oui, à peu près 3% depuis le lancement du fonds. C'est pour ça que vous ne rentrez pas. Oui, effectivement, la VL, oui, à 100, elle est à 103, 104 aujourd'hui. Mais si vous regardez la part retail, qui elle, c'était un autre fonds qu'on a transformé, donc la part liquidative a été émise depuis longtemps. Effectivement, on l'a lancée, elle était dans les 90, donc là elle est remontée, elle est à 80. D'accord. Ok, il y a des caractéristiques, je crois qu'il y a un slide sur les caractéristiques. Voilà, Voilà. sur les caractéristiques. Effectivement, ce qui est important de noter, c'est que quand vous rentrez dans ce fonds-là, donc si vous rentrez avant le 30 juin de cette année, vous n'allez pas payer de 3% de frais, donc a priori, vous n'allez pas rentrer de poste. Au travers d'un compte titre ou Quel que soit le moyen de souscription, il y a 3% de frais. pénalité d'entrée une fois la période de commercialisation achevée fin juin. D'accord. Et vous êtes bloqué jusqu'à l'échéance du fonds. Et si vous voulez sortir votre argent avant le 31 décembre 2025, vous allez devoir payer 3% à la sortie. Pourquoi? Et ça, c'est très important, c'est pas juste on bloque comme ça, on le fait sur une échéance courte, mais c'est pour l'intégrité et de la stratégie en elle-même. Je m'explique. C'est-à-dire, si, donc, au 30 juin, je vais me dire, OK, oui, là, j'ai plus personne qui va rentrer dans mon fonds. Donc, j'ai tout investi et le fonds vit sa vie, stratégie de portage, voilà, comme on l'a décrit. On achète plein d'obligations, on attend que, si vous passez l'expression, on attend que ça sèche. On attend que toutes leurs obligations, les obligations en portefeuille, arrivent à 100 à la maturité du fonds. En général, les gens veulent sortir des fonds quand ça va pas, quand le fonds commence la valeur liquidative du fonds commence à baisser, un peu un mouvement de panique, et bon, il faut que je sorte. Donc là, ce qui se passe, si on ne met pas des frais d'entrée, des frais de sortie, surtout pour empêcher un peu les gens de sortir, pour les dissuader de sortir, parce que vous avez toujours le choix de sortir si vous voulez vraiment sortir, c'est pour prévenir ce comportement un peu qui ferait que dans un marché baissier, je suis complètement investi, j'ai des gens qui sortent, donc il faut que je vende des obligations, faire des liquidités pour payer mes investisseurs qui sortent. Dans un marché fortement baissier, aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre. Dans un marché fortement haussier, c'est très compliqué d'acheter. Il faut être un petit peu contrariant. Et donc, si on va me faire des prix, des gens vont en profiter en face pour me dire ah, l'obligation cote 95, tu veux la vendre? Ben, tu as vu, comme le marché baisse, je te l'achète, mais pas à 95, je te l'achète à 85. Hmm. Et là, on est
Si on n'a pas d'autre choix, on est obligé et on va détruire de la performance, cristalliser des pertes, et ça sera au détriment de tous les gens qui restent dans le fond. C'est ça les opportunités de marché de temps en temps. C'est ça, mais c'est ouais, De l'autre sens, Oui, en tant qu'investisseur. oui, C'est ce qu'on fait plus sur un Tikeo 2027 qu'un Tikeo 2025. Donc effectivement, sur un Tikeo 2025, on va être vraiment dans l'optique de détenir jusqu'au bout les parts du fonds qu'on va souscrire en compte titre ou en assurance vie, en ayant justement bien conscience que en cas de sortie anticipée, ben, on va subir cette pénalité de 3% si on sort avant la fin. Si on n'est pas dans cette optique-là et qu'on veut avoir de la liberté, on va plutôt se diriger vers Tikeo 2027 que Laurent va présenter, qui lui n'a pas de pénalité d'entrée et n'a également pas de pénalité de sortie. Là, faut bien voir, et je le répète moi tout le temps aux clients, d'avoir des objectifs. Le fonds en euros, c'est bien, mais c'est pas forcément ça, parce que c'est beaucoup d'argent pour l'assureur, et moins pour moins pour le client. Nos grands-pères vraiment achetaient des obligations, ils les portaient pendant 10 ans, ils revendaient au père, ils achetaient au père, ils n'en avaient rien à savoir si le montant avait monté ou baissé, ils le revendaient à 100 et ils encaissaient les... Alors à l'époque, c'était 6% de rendement, et puis ils encaissaient leur coupon. Et voilà, et donc on revient un peu sur des fonds comme ça avec ce genre de produit. Donc on a une opportunité, des taux intéressants avec la remontée des taux, une échéance. Vous avez de l'argent, vous savez, sur 2025, c'est pas loin. Vous avez du 5,60 avec une garantie, enfin, pas une garantie, il y a toujours une petite baisse. On n'a pas parlé des défauts. C'est hors cas de défaut, tout à fait. Hors cas de défaut. Mais les défauts, c'est très peu, en fin de compte, le risque. En plus, sur de l'investment grade, on est sur des défauts très peu. Donc, on est sur du 5,60 de rendement. L'euro va faire du 3% cette année. Pour d'acheter des belles PME comme ça, des obligations de belles PME comme ça, c'est bien payé. Ça double presque Oui, on va le plus fonds. parler de multinationales que de Oui, PME, oui, vu oui. les sociétés en portefeuille. Multinationales, bien C'est sûr. sûr que nous, on pense que c'est vraiment un produit. Et d'ailleurs, enfin, le succès commercial du produit, on parle de lui-même. Donc, on a collecté quasiment 160 millions d'euros depuis le lancement du fonds. Et c'est parce que la proposition en termes de couple rendement-risque, ouais, comme Oui, vous le dites, ouais, c'est ça. est sur des choses dont le risque crédit, parce que effectivement, le risque, c'est le défaut. Parce que dans un fonds daté comme celui-là, on part du point A, ce qui est important, c'est d'arriver au point B, à la Mm, maturité du fonds. bien sûr. Si vous passez un peu entre les deux par C'est des pas grave, il traitements faut d'année, c'est oublier, pas très. il faut oublier. Il y a des moments qui sont un peu difficiles, il faut pas avoir peur parce que c'est le fond et c'est ce que je dis toujours, c'est vous avez compris dans quoi vous investissez, n'ayez pas peur, gardez-le jusqu'au terme, ça va fonctionner et souvent les marchés vont tester des résistances, des supports et pour aller faire peur, pour avoir du papier moins cher. Et c'est intéressant, on est sur du 2025, on va parler de 2027. On rajoute 2 ans d'échéance en plus, donc le taux va être meilleur. Ah oui, mais alors, du coup, la stratégie n'a rien à voir. Je dirais Alors on va juste. faire court sur la Ouais, stratégie sur le je vais faire deuxième. très court, mais en tout cas, juste pour parler du rendement, en tout cas, sur le ticket 2025, quand on dit 5,6%, c'est vraiment pas loin de ce que vous allez vraiment avoir parce que justement, c'est toutes les obligations qui sont dans le portefeuille vont aller jusqu'en 2025. Et c'est là où l'argument est assez fallacieux globalement dans l'industrie quand on vend des fonds datés. Tous les gens disent, oui, bah, j'ai ce rendement, c'est le rendement que vous allez avoir. Sur un fonds daté comme le Tikeo 2025, investment grade, encore une fois, que les obligations font à la maturité, oui. Sur un fonds comme Tikeo 2027, qui est au rendement, le rendement affiché du fonds, c'est 8,9, mais ça peut constituer qu'un altimètre du risque embarqué. Puisque, encore une fois, j'ai dans le fond des obligations qui sont à haut rendement, donc avec la possibilité d'être refinancées avant la maturité. Donc le 8,9, c'est si toutes les obligations vont à leur maturité. Hmm. Mais elles n'iront pas jusqu'à leur maturité. Donc moi, je suis confort à vous dire, et les gens qui nous regardent, qu'un Tikeo 2025, 5,6% brut, c'est vraiment pas loin de la vérité de ce que vous allez avoir, à aller à 0,3% près, on va dire. Tikeo 2027, c'est le 8,9, c'est qu'une idée du risque embarqué et de l'attractivité du point d'entrée. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je gère des fonds à yield. J'ai rarement vu un niveau de rendement embarqué aussi élevé. Mais par contre, vous dire que vous allez avoir 8,9% brut entre aujourd'hui et fin 2027, ça serait mensonger de vous dire ça. C'est pas la vérité. C'est grosso modo,
c'est à peu près le niveau, mais ça peut être, comme il y a de la gestion active, il va falloir réemployer le cash. S'il y a des obligations qui sont refinancées, on va me rendre du cash. Ce cash, il va falloir que je le réinvestisse. À quel niveau je vais pouvoir le réinvestir? Est-ce que ça va dégrader ou réaugmenter mon niveau? D'ailleurs, ça peut être plus que 8,9 à la fin. Ça peut être moins, mais ça peut être plus aussi. Oui, ça peut être dans les deux sens. Mais voilà, effectivement, mais c'est important de... Et là, sur ce produit-là, j'irais vous poser la question, c'est quelles sont les pénalités de sortie? Il n'y a pas de pénalité de sortie. Voilà. Justement parce qu'on a cette gestion active où C'est de lui-même le client, s'il voit le rendement baisser sur du 2027, c'est de lui-même qui va se dire je vais chercher à sortir parce que c'est. Si le rendement baisse, il aura fait de la performance voilà. en contrepartie. Et donc, vous êtes libre de sortir de ce fonds-là et de faire ce que vous voulez, de réinvestir sur d'autres produits. Et on a beaucoup de gens qui ont arbitré et qui sont venus souscrire sur Tikehau 2027 cette année. Peut-être pas dans l'optique de rester jusqu'en 2027, mais dans l'optique de, il y a un point d'entrée là, à 9% quasiment de rendement sur la classe d'actifs, ou sur ce fonds-là, avec nous qui ont fait un peu notre réputation en toute modestie sur notre qualité d'analyse fondamentale et on va appeler du bond picking, cette capacité à aller chercher les obligations. Parce que Tikehau, vous êtes connu quand même, enfin, sur le crédit, moi, c'était un peu le. C'est une grosse partie de nos encours sur la gestion. On ne fait pas d'investissement macro, on ne fait pas d'investissement sectoriel. On est très éloigné de tout ce qui est gestion ETF ou fonds benchmarking, c'est-à-dire des fonds qui répliquent la performance d'un indice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est le point sur l'autre slide, et peut-être qu'on peut parler de ça, c'est l'épargne, quand elle va sur les marchés de crédit, elle le fait majoritairement via des ETF ou des fonds benchmarkés. Encore une fois, des fonds qui répliquent la performance d'un indice. Parce que vous ne pouvez pas acheter l'indice. Le CAC 40, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez aller acheter quelque chose qui réplique sa performance. La conséquence de ça, c'est que ça vient financer mécaniquement les plus grosses pondérations de l'indice. Les 50 premières lignes en pondération de l'indice, elles vont capter tous les flux qui investissent massivement de façon passive. C'est de la gestion passive. Et donc, ces 50 premières entreprises, on les achète et on les vend mécaniquement. Donc, il n'y a aucune valeur à aller extraire là-dedans. Vous pouvez regarder Telecom Italia, Fiat, Gazprom, EDF, Cellnex. Vous voyez, en abscisse, c'est les poids dans l'indice. En ordonnée, c'est les rendements. Le rond bleu, c'est les 10 premières positions de l'indice hors bancaire. Le rond orange, c'est les 10 premières positions du fonds Tikehau 2027 hors bancaire. Vous voyez qu'on est sur des entreprises qui sont beaucoup moins présentes dans les indices, avec des pondérations plus faibles et des rendements supérieurs. Parce que on va aller, nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, il y a des gens très compétents qui font ça, mais pour nous, il n'y a pas de valeur à aller extraire en allant acheter du Telecom Italia ou du Telefonica. Il y a 40 analystes qui suivent ces noms-là. Il n'y a aucune valeur à extraire. Nous, on va sur. Ils ont 40 obligations dans le marché. Nous, on va sur les 50, 100 émetteurs d'après, qui sont beaucoup moins présents dans les indices, qui ont une, voire deux obligations dans le marché, qui sont très peu suivis par les autres analystes, et qui ont, dès lors, je dirais, on appelle ça une prime de complexité, c'est juste de dire qu'il y a une mauvaise appréciation du risque, parce qu'on n'a pas la capacité d'aller faire le travail d'analyse. On n'est pas en train de dire qu'on est capable de capter des rendements supérieurs pour des risques qui sont plus faibles, ça n'existe pas. Donc, l'expression consacrée, il n'y a pas de free lunch. Mais on dit juste qu'on est capable d'aller capter des rendements supérieurs pour des risques qui sont maîtrisés quand on a la capacité, la force de frappe en analyste, et Pierre l'a mentionné au début, c'est on a quand même 20 analystes qui couvrent 750 noms avec des modèles de valorisation développés en interne. Pour 4 milliards de gestion, vous prenez une société de gestion avec 4 milliards équivalent, je veux dire, c'est 4-5 analystes max. Nous, on en a 20. Donc, on a la capacité d'aller travailler ces crédits-là, de les identifier, et même s'ils sont assez endettés, comme on dit dans le métier, leveragés, et qui présentent du risque, eh ben, on est rémunéré pour ce risque-là et on peut aller attaquer ces crédits-là et avoir des gains en capitaux et du portage attractif à travers des coupons élevés. Et c'est tout ce qu'on fait dans Tikehau 2027 avec une gestion assez active. Et on essaye, comme disait Pierre, quand les prix disloquent et qu'il y a des gens qui veulent vendre, on essaie de se mettre en face pour les acheter à des prix assez intéressants. Super. Voilà.
Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Vous me posez plus de questions dernièrement, c'est sur les webinaires. J'espère qu'on a répondu. Est-ce que vous voulez qu'on Le point était très clair. Non, mais c'est vrai les slides sont clairs. De tous les intervenants, tous les webinaires que j'ai faits, les slides sont clairs. J'interviens dedans, donc ce qui permet de recentrer sur un discours un peu en direction de la clientèle. Voilà. Et donc, j'ai pas beaucoup de questions, mais j'aimerais en avoir plus. Des pointus ou des moins pointus, c'est pas très grave. Il n'y a que la réponse qui est mauvaise. Oui, les deux, que ce soit Tikeo 2025 ou 2027, sont également disponibles chez Spirica. Ouais, Spirica qu'on commercialise, mais Les pas en... rendements annoncés, non, je vois la question, sont bruts. Les 5,6 et les 8,9 sont bruts. Donc il faut retrancher effectivement les frais de gestion derrière. J'ai pas la question. Je l'ai vu apparaître là. Hein. Oui, il faut enlever les frais de gestion. Donc c'est 1,10% en moins sur Tikeo 2025. Mais on peut les acheter en et un- contrat, on peut les acheter en contrat d'assurance vie aussi. Ouais, ouais, ouais. Et Non, 1,3 excusez-moi. On peut les acheter en compte titre ordinaire. aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc chez Bourse Direct. Alors moi j'ai aucune question. Je vois aucune question. J'en vois plein. Non, c'est pas vrai. Si. Ah, c'est parce que c'était ton. Ah, mais c'est parce qu'on a changé d'ordi, c'est pour ça. Aïe aïe aïe. Écoutez, il y a une question qui est. C'est pas mal. Ah, c'est pas vrai. Quand on rentre à la valeur liquidative du jour, tout à fait, sachant que On est hebdomadaire, on n'est pas quotidien. non, on avait elle quotidienne et la centralisation sur ces deux fonds se font à 11 heures. Donc vous rentrez sur sur la prochaine centralisation. Il y a quoi d'autre? Ouais. Alors, est-ce que Tikeo 2027 est aussi un buy and hold? Donc non, Tikeo 2025 est un fonds dit de portage, donc un fonds buy and hold. Tikeo 2027 a lui une gestion active pour les raisons énoncées au début du webinaire par Laurent, c'est-à-dire que les obligations à haut rendement, contrairement aux obligations investment grade, ne vont pas forcément, voire très rarement jusqu'à leur terme. Et donc du coup, si on avait un portefeuille de buy and hold horizon 2027, on se retrouverait assez rapidement, au bout de quelques années, avec beaucoup d'obligations qui ont été remboursées, donc avec du cash dans le portefeuille qui finalement tournerait pas au même prix que les obligations au rendement, d'où cette gestion active pendant les 4 premières années de vie du fonds, c'est-à-dire jusqu'à fin 2024. Et à partir de 2025, on va commencer à préparer l'atterrissage du fonds jusqu'à son échéance en 2027. La notation de Tikeo 2027 est de double B- actuellement. Voilà. Alors, allez, non, c'est important. Peut-on avoir une idée du rendement mini à échéance de Tikeo 2027? Alors, non, parce que encore une fois, c'est un fonds crédit, donc il y a du risque. Euh, le 8,9, il est là et il y a c'est pas pour rien, je dirais, et qu'il y a des placements, enfin, il y a des entreprises qui sont assez péchues dans le fond. Maintenant, notre travail, c'est de nous assurer que on est bien rémunéré pour le risque sous-jacent. Donc, normalement, si on fait bien notre travail, on va éviter les défauts. Mais je ne peux pas m'engager à vous dire un rendement minimum à la maturité du fonds. Ce n'est pas quelque chose qui est faisable, sur lequel je peux m'engager. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous avez 8,9%. Vous pouvez regarder les performances, et encore une fois, les performances passées ne préservent pas les performances futures. Mais regardez ce qu'on a fait sur des tickets au 2022, sur comment s'est comporté le fonds dans des marchés de stress l'année dernière. Il a fait moins 12%, un peu plus. Depuis octobre, il fait plus de 10%. Depuis la mi-octobre, il a fait plus de 10% de rendement. Depuis le début de l'année, il fait ouais, il fait 3,60. Donc voilà, il est péchu, il y a du risque, donc potentiellement, on n'a pas la science infuse non plus. Des accidents peuvent arriver, on espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, on y travaille activement. Et ce qu'on appelle le track record de notre équipe de recherche en termes de défauts évités,
parle de lui-même aussi depuis qu'on gère des fonds obligataires depuis 2008. Maintenant, on faut rester aussi humble et dans un environnement éventuellement récessionniste à venir, avec des complications qui peuvent ressurgir d'un peu partout, on n'est pas à l'abri. Donc il y a du risque dans ce fonds-là, il y a du risque de perte en capital, rien n'est garanti et il n'y a pas, certainement pas de rendement minimum. On va mettre fin, on a tous des obligations derrière. N'hésitez pas à contacter vos conseillers directs. Ils Oui, répondront à vos aussi bien, questions et s'ils n'ont pas les réponses, ils reviendront vers nous et on y répondra. aussi bien sur l'assurance vie que sur le compte titre ordinaire, pour vous accompagner là-dessus. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci à Merci à vous, tous. merci beaucoup, merci à vous deux. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir.